peut-être définir le mot violence pour comprendre ce que sont les violences policières. Le mot violence, c'est un terme juridique. Moi, en tant que juriste, je prends le code pénal et je vois que violence, c'est toute atteinte à l'intégrité corporelle volontaire. N'importe qui commet une atteinte à l'intégrité corporelle en sachant, avec l'intention de commettre cette atteinte à l'intégrité corporelle, commet une violence volontaire. Les policiers comme les non-policiers. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que les violences, elles sont commises par tout le monde et un policier peut être poursuivi pour des violences qu'il commet dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. C'est ce qu'on appelle des violences policières, c'est-à-dire des violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique. Il y a même une circonstance aggravante dans le code pénal qui prévoit que lorsque les violences sont commises par un policier, eh bien, la peine est plus élevée. Des bavures, ce sont des actes accidentels ou des actes individuels. Aujourd'hui, quand on parle de violence policière, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement et le président de la République refusent l'expression et disent que les violences policières, ça n'existe pas, on parle de quelque chose d'autre que de simples bavures et de simples violences individuelles. On parle de toutes les causes de ces violences. On parle des causes systémiques, c'est-à-dire celles qui sont issues de l'institution policière, de l'administration, des décisions du ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de violences policières systémiques. Nous, on a analysé, quand je dis nous, ce sont les avocats, ce sont les associations de droits humains, comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty ou d'autres, tous les défenseurs des personnes qui militent contre les violences policières. On a analysé tous les phénomènes qui conduisent à l'expression de cette multitude de violences policières qu'on pense avoir vraiment vu augmenter ces dernières années. Il y a très peu de poursuites et le fait qu'il y ait peu de poursuites explique aussi qu'il y ait de plus en plus de violences. Parce que quand il y a une impunité judiciaire ou déontologique, parce que les policiers peuvent être poursuivis soit par leur hiérarchie, par le ministère de l'Intérieur, soit par la justice, quand il y a une plainte, et éventuellement poursuivi devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Vous avez vu l'affaire de Théo Louaka, les policiers ont été poursuivis devant une cour d'assises, c'est-à-dire un fait de nature criminelle. Et donc, quand vous avez peu de poursuites et peu de condamnations, beaucoup de classements sans suite, beaucoup de non-lieux, eh bien on a à la fin des policiers qui pensent qu'ils peuvent commettre ce type d'actes, qu'ils peuvent avoir ce type de violence, et donc ils continuent. D'où l'expression violence systémique, parce que ça vient aussi de l'impunité judiciaire. C'est une question qui existe depuis toujours, en fait. Quand on parle d'État hors la loi, qui est le titre de mon livre, on peut se dire comment est-ce qu'on peut dire qu'un État est hors la loi alors que c'est l'État qui va faire la loi? Globalement, ce que l'on sait dans l'histoire, dans la philosophie, c'est que le pouvoir a tendance à réprimer les libertés. On a évidemment des périodes où il réprime plus les libertés que d'autres. En ce moment, en France, on a un pouvoir qui est très peu légitime politiquement. Et quand on a une faible adhésion dans la population, eh bien on a une expression de la violence qui est plus importante. Tous les philosophes comme Hannah Arendt, Walter Benjamin ont expliqué qu'il y avait un rapport de proportion entre la légitimité du pouvoir et l'expression de la violence d'État. Voilà pourquoi on a en ce moment une restriction des libertés de manière générale, liberté d'expression, liberté de manifester, liberté de réunion, des attaques contre la liberté associative, syndicale, on le voit de plus en plus avec des poursuites judiciaires, et parallèlement une augmentation importante des violences policières. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est mon parcours personnel, c'est que j'ai commencé dans les quartiers. J'ai défendu les personnes des quartiers. Soit dans les dossiers de stupes, soit dans des dossiers, et c'est là que j'ai eu un déclic sur ce qui était en train de se passer dans les dossiers d'outrage et rébellion. Vous avez des gamins qui sont poursuivis pour outrage et rébellion, alors même qu'ils n'avaient rien commis auparavant, un simple contrôle d'identité, ce qu'on appelle aujourd'hui les contrôles aux faciès, pour lequel l'État a été condamné. À l'occasion de ces contrôles discriminatoires, on a une confrontation entre les policiers dans les quartiers et les jeunes qui sont en bas, qui rentrent chez eux, qui rentrent du collège, du lycée, des fois qui restent en bas du hall à discuter entre eux.
Et au moment de cette confrontation, ce dont on s'est aperçu, c'est que les policiers ont tendance à avoir une attitude viriliste, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer la volonté de soumission de ceux qu'ils contrôlent. Ils ne contrôlent pas que pour contrôler. Ils contrôlent pour montrer qu'il y a une différence, une supériorité, une forme d'autorité dans leur esprit à être policier par rapport à être simple citoyen. Ce qui, dans la loi, n'existe pas. On a finalement des violences qui visent à réprimer toute une population, qui est la population des quartiers populaires. Pourquoi? Ça, c'est l'histoire qui l'explique, c'est l'histoire de la décolonisation, de la colonisation, c'est le regard de la France à l'égard d'une certaine partie de la population, évidemment la population noire et arabe, qui porte encore le stigmate de l'ennemi intérieur et extérieur. Voilà ce que sont les violences policières ethno-raciales. Ce ne sont pas que des violences policières, ce sont des violences policières qui sont le résultat d'une histoire et d'un regard qui persiste de la France. Il y a également les violences du maintien de l'ordre contre l'expression politique. Et il y a des liens entre ces violences. Par exemple, on voit que les unités de police qui sont apparues dans le maintien de l'ordre, comme les Braves M, qui sont constituées souvent de brigades anticriminalité qui ont été créées initialement pour les quartiers populaires. J'ai défendu la famille de Mohamed Ben Driss à Marseille, de Aloussène Camara à Angoulême, de Souheil El Khalfaoui à Marseille, de Cédric Chouviat à Paris, de Rémi Fraisse qui est mort sur la zone de Sivins, de beaucoup de gens. J'ai 200 à 300 dossiers. Toutes ces familles, ce que je peux vous dire, c'est que ça devient pour elles un sens de vie que de combattre les violences policières. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres catégories de violences. Mais là, ce sont des familles qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas militantes, qui n'ont pas l'habitude des violences policières. Ou de la justice tout court. Et là, on voit des familles qui deviennent militantes, qui organisent des manifestations, qui créent des comités de famille, qui deviennent des militants, les plus grands militants que je connaisse en réalité. C'est terrible et en même temps, c'est beau de voir la détermination de ces familles qui vont tout faire parce que le système judiciaire, l'exécutif, le gouvernement font tout pour qu'elles n'obtiennent pas justice. La première chose que je pourrais conseiller aux familles de victimes, c'est de constituer des collectifs et finalement de sortir du deuil et de la solitude pour rentrer dans un combat social.